Hey, bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Attendez, hop, je vais couper ça, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine dernière et un bon week-end. Là, j'ai changé un petit peu le générique. Salut Nida. J'ai changé le générique. Là, j'ai mis un petit peu de chiptune. Comme si vous me suivez, effectivement, vous savez que je parle depuis un petit moment de mon side project d'émulateur de chips sonores des années 70-80. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et donc là, je récupère des fichiers MIDI que je joue directement dans mon émulateur. Voilà. Donc bonjour, salut Fred, salut René, salut Backup, salut Nida, salut Gouze, salut tout le monde, parce que je ne vois pas forcément tout le monde sur le chat. Faites-moi un petit coucou. Salut Manon, faites-moi un petit coucou si vous voulez dans le chat, comme ça je vois qui est là. C'est plus pratique pour moi. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire sinon, qu'on est le 25 septembre, ça y est, c'est l'automne. L'été est définitivement terminé. Je trouve ça un petit peu déprimant. Voilà. Donc là, on a rangé les shorts, on a rangé les bermudas, les tongs. L'été, c'est fini. On démarre l'automne. On va rentrer après dans la longue période de l'hiver. Et dans 3 mois, c'est Noël. Et donc, on va devoir se taper Maria Carey qui nous hurle dans les oreilles dès la mi-octobre jusqu'au 1er janvier. Mais bon. Bref, alors, salut les gens qu'on va traîner sur les live tech, Nidouille, Hardware pour cette eau. Donc ça, c'est Manon qui dit ça. Et salut Metal Amstrad, salut Goyard. Donc Gousse, tu dis la saison du camping. Ouais, la saison du camping, là, ça y est, c'est fini. Hein. Bon, bref. Donc là, on reprend un an de tunnel en attendant patiemment les prochaines vacances d'été. Et voilà. Donc toi, Nida, tu dis, moi j'aime bien l'automne, c'est la période de ton anniversaire. Ah, de ton anniversaire. C'est un anniversaire ou anniversaire? Donc, écoute, je ne sais pas quel jour ça tombe, mais on te souhaiterait un bon anniversaire. Faudra que tu me dises ça, quel jour ça tombe ton anniversaire, qu'on puisse fêter ça dignement. D'ailleurs, pour rappel, je serai à Nantes. Donc pour le DevFest Nantes, aux alentours de mi-octobre. Donc ce sera peut-être le moment pour se voir avec Nida et puis les Nantais qui traînent par là. N'hésitez pas à me faire des petits pings, il y aura peut-être moyen de s'organiser quelque chose. Bon, assez parlé de la pluie et du beau temps, parce que c'est pas tout ça, mais j'ai quand même des choses à vous raconter. Un petit peu d'actualité, un petit peu de troll sur les réseaux sociaux, un petit peu... Ouais, Nida, ouais, si l'orga me laisse libre. Ouais, mais en fait, je devrais avoir un petit peu de temps, parce que je vais donc au DevFest. Ma compagne me rejoint là-bas et puis je vais rester le week-end, tout le week-end, je pense jusqu'au lundi. Donc j'aurai peut-être l'occasion de faire quelques petites sorties sur Nantes. Voilà, il faut juste s'organiser. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a pas mal d'actualités dont j'aimerais vous parler. Et puis on va commencer sans plus attendre, hein, tranquillement par la news habituelle donc, que je vous partage ici. Donc le noyau Linux 6.6 qui continue son petit bonhomme de chemin. Je vais zoomer un petit peu. Tac. Donc le 6.6 RC3 qui est sorti hier. Donc Linus Torvald a réalisé, donc la fenêtre d'intégration continue. Ce qui est à noter dans cette release candidate, c'est que comme d'habitude la RC3 est un peu plus grosse que la RC2, et Linus dénote le fait que les gens ont commencé à trouver un peu plus de bugs à fixer que les releases précédentes, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que là on est rentré, et ça c'est assez traditionnel, hein. En général la RC3 ou la RC4 c'est quand même un pivot dans l'établissement d'une release, et donc là ça veut dire que ça commence à être testé de façon assez intensive sur pas mal de matériel. Ça permet de voir pas mal de régressions, et ce qu'il note c'est que par contre, contrairement à d'habitude, il y a un très très gros morceau qui a changé dans tout ce qui touche au file system. Donc ça par contre c'est surprenant, voire
potentiellement inquiétant parce que j'espère que ça ne va pas intégrer des régressions dans la gestion des file systems. Alors pourquoi je dis des file systems? Parce qu'il y a des corrections, des évolutions sur certains file systems en eux-mêmes, mais ils ont aussi touché à tout ce qui est le VFS. Donc pour rappel, le VFS, c'est le Virtual File System, qui est en fait toute la couche abstraite qui est en dessous de chaque file system. Et c'est une couche abstraite, au sens comme en programmation orientée objet, hein, une sorte de classe abstraite, donc toute une partie d'abstraction qui permet de définir ce qu'est un inode, les appels système open, read, write, ce qu'ils font, la gestion, l'interconnexion avec le cache de fichiers, etc. etc. Donc il y a pas mal de choses apparemment qui ont été touchées au niveau des file systems et du VFS. Donc c'est à surveiller. Alors est-ce que c'est en préparation de nouveaux file systems qui arrivent, et j'en ai parlé déjà la semaine dernière, possible de savoir. Je ne suis pas allé regarder dans le détail les changes, donc je ne saurais pas vous dire. Si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à aller acheter un œil. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et ce qui est à noter aussi, c'est qu'il y a eu quelques fixes qui ont été faits sur le file system XFS, qui, je ne rappelle, est un file system qui a été créé par Silicon Graphics il y a très 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 longtemps. Donc, qui était un file system qui, à l'instar de ZFS, supporte les très gros stockages, très gros espaces de stockage, la journalisation, et puis ainsi que bon nombre de fonctionnalités. Et faut pas croire, c'est pas un file system qui est mort et qui continue à être utilisé, et qui est utilisé d'ailleurs d'office sur certaines distributions professionnelles. Donc voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, ce dont parle Linus pour terminer son court message, c'est que tout ce qui est pilote et architecture, les mises à jour et les petites corrections continuent comme d'habitude. Rien d'exceptionnel. Donc tout ce qui a été intégré comme pilote au lancement de la 6.6, ça continue son petit bonhomme de chemin. C'est essentiellement donc des corrections, des petites optimisations. Voilà. Donc pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Donc ce qui est à retenir, donc essentiellement, c'est toute la partie surtout file system. Il y a un gros morceau qui change sur les file systems. Donc comme le dit Nida, c'est Red Hat qui maintient XFS, absolument. Red Hat maintient XFS, comme Red Hat maintient quand même pas mal de choses. Et effectivement, Red Hat, comme d'autres distributions, propose sur des environnements serveurs qui touchent à de gros espaces de stockage, propose out of the box d'utiliser du XFS en lieu et place de l'EXT4FS et non pas du ZFS, parce que comme vous le savez déjà, ZFS avec ses petites problématiques de licence n'est pas intégré directement dans le noyau, donc ça demande aux distributions de faire une intégration particulière, comme l'a fait par exemple Proxmox Virtual Environment. Mais bon, ça va être c'est un file system qui est utilisable plus facilement out of the box dans une distribution que ZFS par exemple. Et donc Manon, tu dis à juste titre, oui, Alma Linux aussi qui utilise. Donc il y en a plein, je ne vais pas toutes les citer, les distributions, il y en a des centaines. Donc mais en tout cas, sachez que c'est un file system XFS qui est utilisé quand même, qui est toujours utilisé et qui offre des performances et une sécurité qui sont quand même plutôt bonnes. Dans la lignée donc de Linux, je voudrais juste vous signaler la mise à disposition de la nouvelle version de KOS Linux, donc la 2023-09. Je vais zoomer aussi là, hop, je vais me mettre ici. On va zoomer un peu, sinon vous voyez rien. Voilà. Donc Chaos Linux, donc, qui est une distribution avec un environnement de bureau basé sur, je vous le donne en mille, KDE, K comme KDE, donc qui propose donc sa dernière révision, donc la 2023-09, donc septembre 2023. À noter que dedans, il y a quand même essentiellement mise à jour de certains paquets un peu essentiels, là, comme vous voyez noté à l'écran, OpenSSL, Boost, il y a les paquets ALSA qui sont mis à jour. Le passage au noyau Unix 6.4.16, donc je rappelle 6.4 aussi, qui devrait être là ici utilisé de façon temporaire, et je pense qu'il devrait bumper assez rapidement vers le 6.5. Système B, Python, etc. etc. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de nouveautés qui vont avec. Ils utilisent la dernière version de KDE Plasma, donc qui est la 5.27.8, KDE Gear, KDE Framework qui viennent avec.
et le tout sur le support donc de Qt 5.15.10, pardon. Voilà. Donc après tout le reste c'est essentiellement donc de mise à jour d'applications, etc. J'ai jamais réellement utilisé Chaos Linux, donc je peux pas dire si c'est une bonne distribution ou pas. J'en ai déjà entendu plutôt du bien. J'ai déjà lancé ça juste une paire de fois dans une VM. Mais voilà. Donc si vous êtes intéressé à tester un nouvel environnement de bureau, une nouvelle distribution, n'hésitez pas, allez télécharger l'ISO, faites-vous une petite VM, testez ça. Ça peut être pas mal, comme alternative à une distribution plus classique type Ubuntu, Linux Mint, tout ce genre de choses. Bien évidemment, comme c'est fourni avec KDE, il faut juste être à l'aise avec l'environnement KDE. Je dis à l'aise dans le sens, pas en termes d'utilisation, à l'aise dans le sens, est-ce qu'on est OK avec le look and feel de KDE. Voilà. Donc, Nida, tu dis, tu as l'impression que les dérivés de Ubuntu se ressemblent toutes. Ouais, je sais pas. Je sais pas si elles se ressemblent toutes. En tout cas, elles se... disons qu'Ubuntu est devenue une distribution, finalement, j'ai l'impression, qui est plus utilisée en tant que base pour d'autres distributions que utilisée en tant que distribution toute seule. Je pense qu'il y a plein de bonnes raisons pour de nombreuses distributions. On en a déjà parlé sur ce live. De ne pas utiliser Ubuntu et donc d'utiliser Ubuntu comme étant une base et de faire sa propre distribution dessus, parce qu'effectivement Ubuntu vient avec énormément de ce que je vais appeler de crapware, là pour le coup, du bloatware, du crapware. C'est devenu une distribution qui est quand même relativement lourde. Par contre, effectivement, si on garde que la base, l'avantage c'est qu'elle vient avec des paquets qui sont relativement frais puisqu'ils sont mis à jour à minima tous les 6 mois. Donc ça permet d'avoir une base de distribution en tout cas, qui permet de comment je dirais, d'avoir des versions de paquets qui sont relativement stables et relativement frais. Voilà. Oui, Manon, bloatware, crapware. Le bloatware, ça veut dire ça vient avec plein de choses qui sont pas forcément désirables et qui viennent remplir la distribution, qui sont pas nécessairement utiles, donc qui vont prendre potentiellement et de l'espace disque et des ressources. Voilà. En fait, si vous faites un dpkg-l et que vous regardez la liste de tous les paquets qui sont installés, en fait, il y en a plein qui sont installés souvent au cas où. Et puis bon, après, ce que je vais mettre dans la notion de crapware, là pour le coup, c'est pas vraiment du crapware, mais je considère que ça l'est. Par exemple, c'est la gestion des interfaces réseau sous Ubuntu. Ils sont partis sur quelque chose qui est totalement différent, par exemple des Debian de base, que je n'apprécie pas du tout. Je trouve que c'est qui est très fortement couplé avec systemd là pour le coup. Enfin, je suis pas très fan. Voilà. Donc, je trouve que Ubuntu, de façon générale, au-delà de son interface utilisateur, alors quand on l'utilise en tant que desktop, à laquelle je n'adhère pas du tout, qui est à mi-chemin entre du desktop classique et du macOS, il y a, même en version serveur, vous installez une Ubuntu serveur, franchement, vous n'arrivez pas à avoir comment je dirais, une VM ou un serveur installé au minimum sans installer des gigaoctets de choses. Alors que si vous installez une Debian minimale, une Debian minimale en 200 ou 300 mégas, vous avez une Debian minimale qui fonctionne avec juste ce qu'il faut. Voilà. Fred, tu dis, je crois qu'Olivier n'aime vraiment pas Ubuntu. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve qu'ils ont fait un virage depuis. Oui, c'est vrai que j'en parle souvent, hein, c'est vrai, je radote, mais ça, c'est la vieillerie. Je trouve que Ubuntu a opéré un virage depuis quelques années qui, je trouve, est dommage. Voilà. Et Hardware qui dit Ubuntu, sincèrement, je conseille plus pour des utilisateurs classiques. Ouais, parce que je trouve que c'est devenu. C'est plus très user-friendly en termes de desktop et même en termes de serveur, je trouve que c'est pas très user-friendly non plus. Voilà. Donc, pourvu que le virage d'Ubuntu n'affecte pas Debian. Non, je pense que de ce côté-là, ça risque pas. Je pense que Debian a une approche qui est beaucoup plus mesurée là-dessus. Alors même si il passe par systemd et d'autres choses, etc. Je pense qu'ils sont beaucoup plus en retrait sur tout casser et intégrer de la nouveauté et tout ça. Bon, bref. Donc, Brian. Bonjour Brian. Qu'est-ce qu'Ubuntu rajoute par rapport à GNOME? Alors, c'est deux choses différentes. Ubuntu, c'est la distribution Linux en tant que telle. Donc, elle vient avec le noyau Linux, c'est un ensemble de logiciels.
dont une version de GNOME qui est fortement modifiée pour pouvoir apporter son propre desktop. Après, qu'est-ce que ça ajoute en plus ou en moins? Ça ajoute, c'est un look and feel qui est très différent. Voilà. Ouais. Et tiens, c'est très pertinent ce que tu dis, Nida. Ubuntu est un Red Hat moins important. Ouais, je pense qu'Ubuntu se positionne comme une sorte de Red Hat, mais effectivement qui aujourd'hui est beaucoup moins important que Red Hat. N'oublions pas que derrière Red Hat, il y a aussi IBM. Et que bon, Red Hat, c'est quand même un gros morceau. Voilà. Donc, non, c'est pas que j'aime pas Ubuntu, pour en revenir à ce qu'on disait, ouais, je trouve dommageable le virage qu'ils aient opéré en termes d'interface utilisateur, en termes de la façon dont ils construisent leur distribution, comment ils la font évoluer, avec trop souvent de la rupture en termes de compatibilité, de gestion, de paquets, enfin, ce genre de choses. Ouais, je trouve que c'est dommage. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, n'hésitez pas, pour en revenir, n'hésitez pas à aller voir KOS 2023-09. Moi, je l'ai pas testé, hein. J'ai vu passer la news hier, du coup, je l'ai mise à mon live ce matin. Mais voilà, ça peut être une distribution qui peut être sympa à regarder. Et je pense qu'il est plutôt orienté utilisateur final dans le sens navigation web, bureautique, enfin voilà, c'est une distribution un peu généraliste, je dirais, orientée utilisateur final. Voilà. Dans la liste des news que je voulais vous partager, puisque tout à l'heure je vous parlais du noyau Linux et je voudrais revenir sur des choses un peu plus bas niveau, j'en ai déjà parlé, c'est la sortie donc, de Mold 2.2.0. Alors Mold, qu'est-ce que c'est? Mold, c'est un éditeur de liens qui apporte de très grosses performances et pas que. Donc Mold, c'est à la réécriture, donc c'est un projet qui est maintenu par le mainteneur du linker de LLVM, c'est Lang. Donc, qui a créé un éditeur de liens. Donc un éditeur de liens, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, un éditeur de liens, c'est un logiciel qui va permettre lors de la compilation de votre logiciel, par exemple en C, en C++, en Rust, en ce que vous voulez, vous allez vous retrouver donc avec des fichiers binaires compilés, souvent des fichiers objets, des points .o, et vous allez vouloir produire un exécutable ou une bibliothèque, par exemple un .so, par exemple, ou ce genre de choses. Et lorsque vous allez vouloir construire votre binaire, vous allez dire mon binaire Hello World, il se lie avec la bibliothèque Tartampion, la bibliothèque Bidule, la bibliothèque machin. Donc pour des petits projets, ça va, vous pouvez utiliser l'éditeur de liens qui est fourni avec votre compilateur. Souvent, donc avec GCC, vous allez utiliser LD, avec LLVM l'équivalent, qui vient avec LLVM, enfin c'est Lang ou c'est Lang++. Mais dans certains cas, quand vous compilez des très très gros projets, prenons un cas tout à fait par hasard, Firefox, Chromium ou par exemple LibreOffice, vous allez vous retrouver avec des centaines, et je pèse mes mots, d'objets, des milliers d'objets même, à linker avec votre exécutable, que ce soit des objets au sens .o ou des bibliothèques, des .a ou des bibliothèques .so intermédiaires qui vont vous permettre donc de générer votre binaire. Lorsque vous commencez à manipuler des milliers de petits objets comme ça pour pouvoir construire votre binaire, là vous commencez à vous rendre compte que la performance commence à être un sujet véritablement important, dans le sens où il va vous falloir parfois plusieurs minutes pour pouvoir produire votre exécutable. Et c'est là que Mold a une approche qui est un peu différente et radicalement différente d'ailleurs des linkers un peu traditionnels. Il va utiliser énormément de cache, il va essayer de limiter les lectures-écritures sur le disque, il va opérer un certain nombre d'optimisations de code au link. Ça, c'est des optimisations qui se font aussi traditionnellement sur certains linkers. Détecter les symboles, donc le code mort qui n'est pas utilisé, ce genre de choses, etc. Donc lui, il va avoir une approche qui est extrêmement orientée performance. L'avantage de ça, c'est que sur des très très gros projets, donc comme je citais Chromium, Firefox, LibreOffice et d'autres, vous pouvez commencer à avoir des gains de performance qui sont plus que notables, puisque vous pouvez linker sur certains projets de 2 à 10 fois plus rapidement, avec des meilleures optimisations qui sont faites au link avec Mold qu'avec les linkers traditionnels. Et donc ça, c'est plutôt intéressant.
Donc, alors, Happy to Dev, donc Fred, tu dis c'est pour les moldus. Ah oui, ouais, désolé. Bon, attention, hein, à la prochaine, tu sors, hein, tu vas au coin. Donc, tout ça pour dire que Mold, la version 2, elle était sortie cet été. J'en avais parlé déjà sur les réseaux sociaux. La version, donc ça continue son petit bonhomme de chemin. La version de 2 vient de sortir. Il y a quelques bugs fixes, mais pas beaucoup de bugs qui sont corrigés. Il y a un certain nombre de choses au niveau de vérification de hash cryptographique. Il utilise par exemple l'algorithme Blake 3 en lieu et place de SHA-256, qui permet donc d'avoir aussi un hachage cryptographique qui est un peu meilleur et surtout plus rapide. Et puis dans tout ce qui touche au thread local storage, Mold génère du code, en tout cas des objets qui sont quand même plus optimisés et plus rapides. Donc c'est plutôt ça qui est à noter sur cette version. Donc c'est une petite version. Le changelog il est pas énorme, mais elle permet d'asseoir vraiment et de consolider la version 2 qui est sortie il y a quelques semaines. Donc je crois, si je me souviens bien, c'était au mois d'août. Donc qui est sorti au mois d'août. Donc de consolider cette version 2 et ça devient vraiment un éditeur de liens de choix à utiliser, notamment dans des très très gros projets, je le rappelle. Voilà, donc bon, si vous faites peu de C, de C++, de Rust ou de langage compilé, c'est-à-dire dans le sens qui génère un binaire exécutable, lançable dans votre terminal, effectivement, ça vous intéresse peu. Si vous faites essentiellement du développement web, c'est-à-dire du PHP, du JS, forcément, ça ne vous intéresse pas. Par contre, effectivement, si vous travaillez avec des langages compilés à destination de votre système d'exploitation directement, donc à lancer dans le terminal ou autre, ça peut vous intéresser si vous avez des gros projets. Aussi à noter la sortie cette semaine de... alors attendez, je zoome aussi, tac, comme ça. Ah voilà, la sortie de Kero 1.18. Donc Kero, j'en ai déjà parlé ces dernières années, mais là ça fait super longtemps que je n'en avais pas parlé, pour la simple et bonne raison, c'est que Kero, ça fait 5 ans qu'il n'avait pas eu de release. Alors Kero, qu'est-ce que c'est ? Kero, c'est une bibliothèque qui permet de faire du rendu graphique et notamment du rendu vectoriel avec différents backends. Des backends qui peuvent être OpenGL, OpenGLES, qui peuvent être du PDF, du PostScript, qui peuvent être des images directement, etc. Donc Kero, c'est une bibliothèque réellement de référence qui existe depuis plus de 15 ans. Facile, et donc sur laquelle s'appuie notamment GTK et donc GNOME. Il y a aussi, je crois qu'elle est utilisée, oui, c'est même quasi sûr, elle est utilisée, je crois, dans Firefox, probablement dans beaucoup d'autres projets. Donc c'est vraiment une bibliothèque qui est très utilisée et qui permet de pouvoir générer des graphiques, du graphisme de façon indépendante de votre device, de votre back-end de destination. Donc ce qui est super avec ça, c'est que vous pouvez, ça gère la transparence, l'alpha, la mise à l'échelle, les passes, dessiner, j'en sais rien, des cercles, des rectangles, tout ce que vous voulez, tout ce qui est capable de dessiner, tout ce qu'on est capable de dessiner. La plupart des bibliothèques qui rendent du SVG, je prends pas notamment Inkscape, utilisent ce type de bibliothèque. Alors, je ne sais plus si Inkscape est basé encore sur Kero. Je crois qu'il a un back-end qui utilise Kero, mais je ne suis plus trop sûr. Et donc, Kero, c'est une bibliothèque qui est très utilisée, là, pour le coup, qui est une des fondations de GTK pour pouvoir dessiner les widgets à l'écran. Et GTK en fait un usage intensif. Donc, l'avantage, c'est que vous avez une partie, entre guillemets, front, une API qui vous permet de dire, bon, je dessine une ligne de là à là, un rectangle de là à là, qui est rempli avec telle couleur, avec une transparence de temps. Après que vous dessiniez à l'écran sur X11, sur du Wayland, vers de l'OpenGL, dans un document PDF, dans un document PostScript, dans une image JPEG, ce que vous voulez, pour vous, c'est totalement transparent. C'est lors de l'instanciation de votre contexte Kero où vous dites vers quoi vous dessinez. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu de release, et donc comme ils disent dans la release note, il est temps de célébrer cette nouvelle version qui apporte essentiellement la déprécation de quelques backends qui n'étaient pas ou plus utilisés. Voilà, donc ça c'est essentiellement ça. Par exemple, ce qu'ils appellent la XML surface, on avait ça qui permettait donc de dessiner et donc de générer du XML qui était
pas ou peu utilisé, qui n'avait pas vraiment de mainteneur sur le sujet. Il y a le fait, au niveau PDF, comme vous le voyez à l'écran, il implémente les fonds de type 3, les fonds de couleur de type 3, donc ça c'est plutôt cool. Donc il y a quelques petites améliorations comme ça, rien d'extraordinaire, mais c'est à utiliser, quoi. Voilà. Alors, le Dave Breton, tu dis plus sur GTK 4, je crois, non. Il est possible, je ne sais plus, il est possible que GTK 4 ne s'appuie plus complètement dessus, mais en tout cas, Kero fait toujours partie, on va dire, de l'écosystème GTK Agno, puisqu'il est utilisé quand même sur pas mal de choses, sachant qu'il y a encore beaucoup de projets qui sont basés sur GTK 3, qui n'ont pas migré vers GTK 4, et j'en ai quelques-uns à moi sur le sujet, donc Kero reste quand même pas mal utilisé. Mais effectivement, GTK 4 aussi apporte, on ne dessine plus directement dans les widgets, puisqu'il passe par une forme de CSS dans GTK 4, et donc par un moteur de rendu qui est légèrement différent, effectivement, de GTK 3. Tu as tout à fait raison de le souligner, le Dev Breton. Salut Anthony, bienvenue sur la live. Salut Fabien. Fabien, Mister Triggy, le voici, il est là. Sinon, je voulais vous partager aussi un petit article là, que j'ai trouvé qui était pas mal du tout. Je vous affiche ça à l'écran tout de suite. Un petit article sur Itsfos, donc, qui est un site que je consulte de temps en temps et qui propose parfois des articles assez intéressants, plutôt orientés, je dirais, grand public, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est autour de l'open source et du logiciel libre. Et donc, c'est un article qui dit ARM versus Arch 64 versus AMD 64 versus x86 64 versus x86, quelle est la différence? Et alors, pour certains d'entre nous ici présents, la différence, on la connaît, mais parfois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop finalement quelle est la différence entre les différentes architectures, et dans les architectures elles-mêmes, dans les sous-architectures, dans les variantes des architectures, quelles sont les différences. Ce n'est pas toujours forcément évident à connaître, et donc j'ai trouvé ce petit article que je partagerai donc, dans les replays, dans la liste des liens, et que je partagerai sur Twitter tout à l'heure, Twitter et Blue Sky. Donc c'est un article qui vient réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'une architecture CPU, qu'est-ce qu'une ABI, qu'est-ce qu'une ISA, quelles sont les différentes architectures et les différentes sous-architectures au sein d'une même architecture, et donc pour qu'on puisse avoir un petit peu des clés de compréhension de ce que ça implique. Quand on parle par exemple d'ARM, les différentes notions autour de l'ARM V7, V8, les parties Big Little, tout ça, etc. Et donc ça traite aussi du risque 5, ça traite de différents PC. C'est un article qui est assez rapide à lire, mais je pense qu'il va permettre à certaines personnes de pouvoir remettre un petit peu un nom et de pouvoir éclaircir assez facilement certains points concernant ces sujets qui sont, c'est du très très bas niveau. C'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir quelle est la différence entre, j'en sais rien, de l'ARM 64 et de la Arch 64. Voilà, ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas toujours forcément évident, ce genre de distinction. Alors Fabien, tu dis ça existe encore les PowerPC, mais oui, tout à fait, ça existe encore. PowerPC est toujours l'architecture qui est toujours maintenue par IBM et qui est toujours utilisée dans certains de ses serveurs, notamment des serveurs de calcul, et aussi dans certains de leurs mainframes qui utilisent du PowerPC. Donc c'est une architecture qu'ils utilisent toujours et qui maintiennent toujours. Par contre, les PowerPC qu'ils délivrent, qu'ils proposent, ne sont pas les PowerPC comme on a pu trouver dans les, par exemple, PowerMac G4 ou G5, etc. Là, on est sur l'architecture PowerPC pour du matériel très haut de gamme, avec, en fait, exactement, j'allais le dire, merci Nida, en fait, PowerPC, c'est un abus de langage, c'est l'architecture Power qui est en dessous. Donc qui dérive de tout ça, et l'architecture Power apporte un certain nombre de choses qui sont vraiment très dédiées au monde industriel et au monde des serveurs, notamment la redondance des cœurs, avec des cœurs qui peuvent au sein même d'une puce, qui peuvent tomber en panne et qui sont auto-surveillés par les autres, et donc le travail peut être redistribué sans rupture de charge sur un autre cœur qui n'est pas mort, enfin, ce genre de choses. Il y a pas mal de petits refinements dans l'architecture Power, est vraiment très orienté pour des serveurs ou des services industriels ou calcul haute performance.
Voilà. Donc là, oui, on est sur du risque power, et tout ça, c'est dérivé du PowerPC à la base, mais c'est quelque chose qui a totalement évolué vers une architecture qui est tout à fait différente. Et comment je dirais, le PowerPC en tant que tel, l'architecture PowerPC, je crois qu'en termes de corps, l'architecture PowerPC telle qu'on a pu connaître il y a longtemps, fin des années 90, début des années 2000, c'est encore utilisé dans quelques cas d'usage de niche. Mais notamment, je crois que c'était utilisé dans l'industrie aérospatiale pour certaines sondes, des sondes automatiques qui utilisent du matériel, enfin PowerPC, mais pareil, modifié pour être durci aux radiations, avec du basse consommation, enfin ce genre de choses, etc. Voilà. Voilà. Donc en tout cas, l'architecture PowerPC et donc Power, voilà, qui est toujours utilisé. Ouais, il y a un Open Power utilisé par la NASA, ouais, c'est exactement ça. C'est des CPU, c'est de l'architecture PowerPC, Power, qui sont donc modifiés pour les usages de sondes automatiques et donc qui sont durcis aux radiations, qui ont des modes économie d'énergie, qui ont de la redondance intégrée, etc., etc. Voilà. Donc, mais effectivement, on n'est plus, ça n'a plus vraiment à voir avec les PowerPC qu'on a pu connaître de par le passé il y a 15, 20, 25 ans. Voilà. Voilà pour cet article, donc je vous le partagerai. Je pense que c'est toujours bon de partager ce genre de choses parce que c'est pas toujours très évident dans la tête des gens. Qu'est-ce qu'une architecture, qu'est-ce qu'une ABI, qu'est-ce qu'une ISA. Donc là, en quelques lignes, ça va donner un peu quelques clés de compréhension, je pense, à des personnes qui ne sont pas aussi bas niveau que certains ou certaines d'entre nous. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est sorti là très récemment. Je crois que c'était, on est combien? C'était le 24, donc c'était hier. Ça va en intéresser plus d'un, plus d'une d'entre vous. C'est LibrePCB. Donc c'est un logiciel libre qui vous permet donc de créer vos circuits électroniques, vos schémas et vos PCB, donc vos circuits imprimés directement dans une interface unique. Donc j'ai découvert ça, j'en avais entendu parler il y a un petit moment, mais j'avais jamais trop regardé dedans. Et donc sachez que la version 1.0.0, donc la version 1 est sortie hier. Et donc c'est un soft qui a l'air pas mal. J'ai commencé à le titiller là, très rapidement. Je l'ai téléchargé, j'ai commencé à l'utiliser pour voir. C'est plutôt pas mal. Donc c'est un environnement vraiment intégré, qui va vous permettre donc de pouvoir designer vos schémas. Hop, je vais aller directement là. Je l'ai téléchargé. Qu'est-ce que j'ai fait? DC. C'est pas DC, c'est CD. DC, c'est autre chose. Je vais vous lancer LibrePCB, Zoo. Donc là, pour l'instant, j'ai téléchargé sous la forme d'une AppImage. Donc AppImage, donc, qui est un format portable d'exécutable. Donc ça a l'avantage de pouvoir être utilisé et installé un petit peu partout. Et hop, on va agrandir ça. Donc lorsque vous lancez LibrePCB, alors la première fois, vous tombez sur un wizard qui va vous dire dans quelle langue vous parlez, quelle librairie de composants vous voulez télécharger, où se situe le dossier où vous allez sauvegarder vos projets, etc. Donc tout ça pour dire que, écoutez, en fait, Zoo, non, ça c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Faut que je m'y retrouve. Voilà. C'est ici. Zoo. Voilà. Donc là, en fait, vous avez différentes vues, comme la plupart des logiciels de création de circuits. Vous avez différentes vues. Vous avez la vue qui vous permet de créer votre schéma, avec différentes bibliothèques de composants. Les différentes bibliothèques de composants que vous pouvez, je vais vous afficher là, que vous pouvez aller directement enrichir avec le Library Manager. À chaque fois, ça ne s'ouvre pas sur le bon écran. Zoo, voilà. Donc le Library Manager qui va vous permettre d'aller télécharger les bibliothèques de composants ou de schémas, etc. qui vous sont utiles. Donc là, par défaut, il y a celles de LibrePCB qui vous sont proposées. Puis vous pouvez les télécharger, celles d'Arduino, celles de d'Adafruit, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Directement, ça va aller, si je prends par exemple, Maxime Integrated, je vais faire Download and Install. Hop, automatiquement, il va aller télécharger. Il faut déjà que je clique sur Install. Voilà.
donne un install, hop, il télécharge la bibliothèque, il la check et ensuite il ajoute à la liste des bibliothèques qui sont disponibles sur la machine. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, bah, vous avez votre vue assez classique pour faire du design. Hop, là je prends une inductance, une autre inductance. On va aller prendre par exemple, tiens, une résistance, une deuxième résistance. On va pouvoir aller créer donc des connexions, hop, ici par exemple, toc, ici. Voilà, on va faire complètement n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple, on s'en fout. Voilà, hop. Voilà, donc là, on crée un réseau directement de résistance et d'inductance. Vous pouvez faire ça un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aller piocher dans vos bibliothèques de composants qui sont là. Voilà, vous avez des connecteurs, des semi-conducteurs discrets, de l'électromécanique, etc. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, comme la plupart des éditeurs électronique. Et puis ensuite, vous pouvez directement, vous avez la vue de création de placement pour votre PCB, où vous allez pouvoir directement, hop, ah ouais, bah alors là j'ai pris quelque chose qui n'a pas de package. Alors je découvre un peu encore le, le soft, hein. Donc pardonnez-moi si je ne suis pas encore tout à fait au point avec. Voilà. Alors, comment ça marche? Voilà. Add device to the board, tac. Je prends la deuxième. Voilà. Et donc vous allez pouvoir créer comme ça, placer vos devices, faire du routage et puis générer votre PCB comme n'importe quel soft de création de PCB. Donc moi je découvre un petit peu le soft, je ne l'ai jamais vraiment testé, donc là je le teste, donc je découvre avec vous, hein, je ne vais pas vous mentir sur le sujet, mais je trouve que sur la partie, comment je dirais, look and feel, utilisation, etc., j'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. C'est aussi, j'ai trouvé le soft, avec les manipulations que j'ai faites, qui est quand même relativement stable. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, faut aller au-delà. Moi, j'utilise pas ça pour faire des circuits habituellement. Il faut que je rentre dedans. Donc hardware qui nous dit tu peux suivre les streams de Rancune pour l'électronique. Oui, oui, absolument. Alors il y a l'ami Rancune qui stream. Qui fait donc des streams sur l'électronique, qui parle très 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 régulièrement de son genre de soft, et de l'électronique de façon générale. Allez suivre les streams de Rancune. Ce sera jamais du temps de perdu, je ne peux que vous le garantir. Voilà. Donc Fabien, tu dis tu as regardé le code, ça pique moins que celui de KiCad. Non, j'ai pas du tout regardé le code. J'ai pas regardé le code encore. Je suis pour l'instant en phase de découverte de ce soft. Je ne suis pas encore allé regarder le code. Je n'ai pas plongé plus profondément que ça sur le projet. Voilà. Celui de KiCad, oui, il pique un peu, mais bon, KiCad, c'est un mastodonte. Hein, KiCad, ça fait tout. Ça vous fait la confiture, ça vous fait la cuisine, ça vous envoie des gens sur la Lune. Hein. Donc, je pense que là, on ne navigue pas au même niveau. Je pense que ce soft-là va s'adresser à une population pour laquelle l'usage de KiCad est un petit peu, c'est le marteau-pilon pour écraser la mouche, c'est celui-ci est un peu plus abordable. Voilà. Je pense que c'est plutôt un logiciel, je dirais, intermédiaire. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je le perçois. Voilà. Donc, Goyard, tu dis merci pour la présentation. Je voulais tester, même si ça fait un siècle que je ne fais plus d'électronique. Oui, oui, bah, tu peux toujours tester. Ça peut être le bon moyen justement de t'y remettre si tu as un side project pour pouvoir le faire. Donc, sinon, donc, on parlait de Rancune, mais évidemment, il y a aussi Virtualab, il y a Fixu. Fixu Lab qui aussi fait pas mal d'électronique. Ça, c'est un truc qui pourra l'intéresser aussi. Donc, mais bon, je publierai, je crois que je vais publier la sortie de ça à la news de demain matin. Comme ça permettra aux gens aussi peut-être de découvrir ce soft, voilà, parce qui est peut-être passé sous les radars de pas mal de gens. Voilà. Donc, voilà pour Libre PCB. Il y a un dernier sujet que je voulais, un sujet dont je voulais vous parler et qui s'intègre un peu malgré moi quelque part dans ce live. Je vais vous afficher ça à l'écran avant de vous parler du sujet. Hop, juste donnez-moi un instant que je prenne mon Twitter favori et que je retrouve la petite news.
Ta, 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 ta. Que c'est. Ah, voilà, c'est là. Alors, j'ai posté ce tweet. Voilà. Je vais faire un petit zoom. Voilà, j'ai posté ce tweet. Donc, c'était quand? C'était samedi, je crois. Il y a 2 jours. Sur un article qui est paru dans un canard quelconque. Et un article qui parle d'Oclock, donc qui est l'école de formation pour devenir développeur web, on va dire. Et effectivement, j'ai publié ça parce que ça m'a un peu agacé, parce que c'est encore un article qui est du publi rédactionnel, encore une fois. Alors là, c'est tombé sur Oclock, ça aurait pu tomber sur d'autres, mais Oclock est quand même assez habitué au fait de faire une communication qui est un peu massive, un peu intensive. Et ce qui m'a agacé, c'est non pas tant. Je vais juste revenir un petit peu après sur le contenu des formations, tout ça, etc. Mais c'est surtout le côté. C'est un article de pub, d'une pub qui ne dit pas son nom. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve pas terrible. Voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui est venu dans mes commentaires, qui est venu me dire que je venais parler d'un point de détail sur un mot. Alors, je vous lis mon tweet. Le genre d'article qui m'agace, c'est présenté comme un article de la rédaction, mais c'est une pub qui n'est pas indiquée clairement dès le début. L'auteur de cet article, c'est Sponso. On invente des termes abscons, par exemple téléprésentiel. Et c'est seulement à la fin que le sponsor est indiqué. Alors apparemment, le terme téléprésentiel, c'est un terme qui a priori existe, mais bon, moi je n'avais jamais vu. Mais effectivement, quand on lit l'article, bon, bah, c'est un article qui pour moi est du pur commerce commercial, un peu bullshit, de la bullshitosphère. Et voilà, ce qui m'agace, c'est pas tant que O'Clock fasse de la pub dans un canard quelconque. J'ai aucun problème avec ça. Alors là, qu'on se le dise, c'est une boîte qui a besoin de gagner de l'argent. Son fonds de commerce, c'est de vendre des formations à des gens qui veulent être formés. Mais la façon de communiquer, je pense, est importante parce que quand on tombe sur un canard, un site web très connu, et ce n'est pas le seul dans ce cas-là, ce site web, il y en a eu d'autres, où on tombe sur quelque chose qui est montré, vendu comme étant un article de la rédaction, mais ce n'en est pas un. Voilà, et que en fait, ça ne nous pète pas forcément aux yeux tout de suite que c'est une communication commerciale. Moi, ça me gêne. Voilà. Ça me gêne parce qu'effectivement, quand vous voyez en haut de l'article, le rédacteur, c'est marqué par Sponso. Alors tu te dis, ouais, bon, ok, d'accord, c'est pas un vrai article. Mais c'est pas quelque chose que tu vois tout de suite parce que par Sponso, là, comme on le voit, c'est écrit en vert clair sur fond blanc. Donc les gens sont pas forcément là à y attirer tout de suite. Première chose qu'ils vont lire, c'est l'article, lire l'abstract de l'article et puis lire l'article par la suite. Puis après, c'est l'usage, effectivement, de mots qui sont un peu, qui sont, selon moi, hein, et c'est un avis qui est purement personnel, hein, je n'en fais pas une généralité. Donc la personne qui est venue dans mes commentaires, faut se détendre. Je ne fais pas une généralité de ça et je ne vais pas, je n'insiste pas sur le fait, par exemple, téléprésentiel, puisque c'est beaucoup là-dessus que cette personne a réagi. Oui, je prends un terme sorti directement de l'article, mais il y en a plein d'autres. Je trouve que c'est vraiment du bullshit, quoi, téléprésentiel. Mais what the fuck, pour moi, c'est de la novlangue. Soit tu es en présentiel, soit tu es en distanciel. Alors, ok, vous mettez beaucoup d'outils autour de la formation pour renforcer le côté distanciel et qu'on ait l'impression d'être plus en mode présentiel, ok, mais bon, téléprésentiel, t'es quand même à distance, donc, enfin bref. Et effectivement, ce genre d'article, c'est seulement à la fin de l'article où on voit que l'article est sponsorisé par O'Clock. En fait, pour moi, il est plus que sponsorisé. En fait, c'est un article qui a été écrit par le service commercial ou ou communication ou que sais-je encore de l'école. Ils ont acheté un espace pour pouvoir l'insérer au sein des articles du ou des canards en question. Donc pour moi, ça devrait être indiqué clairement en haut de l'article que c'est une publicité, comme lorsque vous allez sur des articles et que vous voyez une publicité pour n'importe quel service ou produit ou service, c'est marqué souvent, d'ailleurs même Google Ads vous le met, il vous met publicité avec une petite croix que vous pouvez fermer, etc. Et pour moi, je trouve que l'aspect
publicitaire de l'article n'est pas suffisamment mis en avant et c'est ça qui m'agace et qui me gêne. Voilà. C'est quelque chose, je trouve, qui est pas, je vais pas dire qui est malhonnête, parce que c'est pas le cas, mais qui est quand même, je trouve, à mon sens, et encore une fois, c'est à mon sens, qui est limite honnête. C'est pas très clair. Voilà. Après, la personne qui est venue dans mes commentaires, finalement, essaye de remettre à chaque fois une pièce sur le terme téléprésentiel et sur le fait que je dénigre la formation. Non, je dénigre pas la formation. Et d'ailleurs, c'était pas du tout l'objet de mon tweet. Je ne dénigre pas la formation. J'ai un avis sur cette formation, sur ce genre de formation. Pas forcément un avis très positif ni négatif. Je suis un peu entre les deux. Alors, il y en a même qui sont venus me dire bah oui, mais moi j'ai fait cette école et j'en suis très content, ça a très bien marché pour moi. Ok, mais on voit là on voit celui ou celle qui réussit, mais on voit pas ceux qui échouent derrière. Donc c'est quelque chose qui est comment je dirais, peut pas prendre pour argent comptant que parce qu'il y a une personne qui a bien réussi pour laquelle ça a changé sa vie, et je n'en doute pas un instant que c'est valable pour tout le monde. Et effectivement, en plus, ce genre de formation, de ce genre d'organismes de formation, qui sont des organismes privés, bah, on vous promet de devenir développeur expert, parce que c'est ce qui est vendu dans l'article, expert en développement web en 6 mois. Bah, ça aussi, c'est le genre de choses qui me gênent. Alors, j'entends l'argument, on fait du commerce, il n'y a pas de problème, c'est de la publicité, on essaye de faire, pardonnez-moi l'expression, je sais que ce n'est pas une belle expression, mais on essaye de faire briller la mariée, si je puis dire. Mais c'est pas vrai. On n'est pas développeur expert en 6 mois de formation distancielle, et peu importe la qualité des formateurs et des formatrices, et peu importe la qualité de la formation, c'est devenir développeur. C'est difficile de devenir développeur en 6 mois, donc expert, mais je n'y crois pas un instant. Et comme je le disais, j'ai déjà rencontré un certain nombre de personnes qui sont sorties de cette formation et d'autres. Certaines ont été très contentes, d'autres s'étaient mitigées, et d'autres pour lesquelles ils se sont dit, en fait, ok, j'ai cramé mon CPF, mais en fait, j'étais pas fait pour ça, on m'a vendu du rêve et je n'y suis pas arrivé. Voilà. Et je dis pas que c'est forcément la faute de l'organisme, hein, c'est juste que voilà, il y a l'appel des sirènes, on vous dit « Ah oui, changez de vie plutôt que de vous lever à 3 heures du matin et d'aller faire du pain ou n'importe quoi d'autre, ou de travailler en usine, devenez développeur et vous allez voir, ça va changer votre vie. » Et on en voit pas mal sur les réseaux sociaux des gens pour lesquels leur fonds de commerce c'est de dire « Ah, regardez, avant... je gagnais à peine le SMIC et puis je suis devenu super développeur. Je suis parti habiter dans un pays étranger et je gagne 10 000 balles par mois. » Ouais, ok, c'est une personne sur je ne sais pas combien. Et peut-être que la personne était vraiment faite pour ça à la base et qu'elle avait le mindset pour, et, etc., etc. Donc, voilà. Donc, suite à ce tweet, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, ça a été retweeté par le CEO de O'Clock, qui s'appelle donc Dario Spadiolo, et donc qui m'a proposé qu'on en discute ensemble. Donc, j'apprécie énormément la démarche. Donc Dario, merci de m'avoir fait cette proposition. On va échanger ensemble donc la semaine prochaine en visio. On va se faire une petite visio pour pouvoir discuter du fond, de la forme, etc. Et pour moi, je veux discuter de ça de façon totalement apaisée et hors des trolls des réseaux sociaux. Mais effectivement, lui donner mon avis d'un point de vue extérieur sur certaines choses qui me semblent peut-être... et encore une fois, de mon point de vue personnel, qui me semble être limite. Mais j'entends le côté que derrière, c'est une boîte privée qui a besoin de faire de l'argent, hein, elle a besoin, c'est le modèle, c'est le business model, comme on dit. Mais voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont fait cette école et pour qui ça a très bien marché. Donc, Manon, tu dis, zut, pas d'octogone. Ah non, moi je vais pas dans les octogones, hein, parce que je pense qu'il a sûrement une meilleure forme physique que moi. Et moi je suis pas... moi, je me bats pas dans les octogones. Moi. Sinon, c'est sûr, je meurs tout de suite. Je suis pas fait pour ça. Il faut connaître ses limites et je connais mes limites.
Mais, et puis, non, puis même d'un point de vue, j'ai aucun problème à discuter avec les gens. Dès lors où c'est une discussion, on propose une discussion ouverte et qu'on en discute et que chacun écoute les arguments, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour cracher forcément. Pour cracher forcément sur X, Y ou Z entreprise, si, sauf si c'est vraiment des gros bâtards. Je ne crois pas que ce soit le cas, en tout cas je l'espère. Mais voilà, donc c'est juste que voilà, dans la démarche, dans la façon de vendre leurs produits, donc leur formation, dans la façon de... Le business model, il est quand même lié au fait que c'est pour... des gens vont payer une formation pour changer de vie et je trouve que vendre en disant, vendre la chose en disant en 6 mois vous allez devenir développeur expert parce que c'est ce qui est vendu et allez voir, allez dans Google News, cherchez O'Clock et vous allez voir les articles tous plus ou moins différents, en tout cas avec la même ligne directrice, qui sont sortis dans tous les canards. Ça peut être les numériques, ça peut être phone Android, ça peut être n'importe quoi. Vous allez voir, c'est de la pub, mais c'est pas de la pub qui dit clairement son nom. Voilà, voilà. C'est tout. Donc maintenant tu dis, perso, j'aime pas le fait qu'on puisse laisser la com rédiger des articles sur des sites de presse. Et bien en fait, moi ça me pose pas de problème si la com rédige un article, si c'est vraiment de la pub, on indique clairement c'est de la pub. Si on dit c'est un article sponsorisé, là je suis désolé, ça, pour moi ça voudrait dire que c'est plutôt à la rédaction du Canard en question de rédiger l'article en collaboration avec la boîte qui paye et qu'on mette l'auteur qui a rédigé cet article. Parce que là, en fait, à chaque fois, c'est un article anonyme. Et donc, ça me laisse penser que, bah ouais, il n'y a pas quelqu'un derrière réellement qui s'engage sur le contenu de cet article. Voilà. Et donc, avec tout ce qui va avec, les promesses qui sont faites derrière et le business que ça fait. Parce qu'on va pas se mentir, beaucoup de gens qui sont en reconversion, bah, ils vont cramer leur CPF, voire un peu plus d'argent que leur CPF, pour pouvoir suivre cette formation et changer de vie. Donc il y a une vraie promesse qui est faite derrière et parfois je pense que la promesse peut être synonyme de déception. Et je connais quelques personnes avec qui j'ai discuté en physique, en one-one, hein, qui m'ont très clairement dit, et pas forcément issus de cette école, hein, encore une fois, qui m'ont dit, ouais, on m'a vendu du rêve, en fait, non. En fait, voilà, j'ai dépensé X milliers d'euros, et en fait, la marche à franchir était trop élevée. Voilà. Donc, c'est peut-être un vrai mec qui s'appelle Sponso qui l'ont recruté. Ouais, il s'appelle juste Sponso. Ouais, effectivement, ouais. Donc voilà, je voulais juste revenir donc sur ce sujet. Je vais pas vous embêter plus avec ça, mais je ne sais pas quel est votre avis. N'hésitez pas à partager votre avis dans le chat ou sur les réseaux sociaux. Et sans agressivité, hein, je ne veux pas qu'on déclenche une guerre de tranchées contre X, Y ou Z entreprise. C'est pas le sujet. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, voilà, ça me gêne que ces gens soient finalement au centre d'un business model qui est vendu de façon, je trouve, pas cool, quoi. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est certainement parce que je suis un vieux boomer, comme on dit. Donc voilà pour ce sujet. Et puis bah, pour terminer, on va passer sur autre chose qui n'a absolument rien à voir. Donc qui est donc mon émulateur de chip sonore. Donc vous avez écouté à l'introduction du live tout à l'heure. Donc, il a encore pas mal évolué. Cette semaine, j'ai développé une interface MIDI. Donc, je rappelle, la norme MIDI, c'est Musical Instrument Digital Interface, donc, qui permet donc d'interconnecter des instruments de musique entre eux, des instruments de musique numériques entre eux, et de pouvoir transporter le signal vers des ordinateurs, faire de la MAO, etc. Donc, moi, j'ai créé... donc, mon projet permettait donc d'émuler les chips sonores AY38910 ou YM2149 directement avec WebAudio. Ce que j'ai rajouté, j'ai créé un synthétiseur virtuel qui émule 2 de ces chips virtuels. Et ensuite qui se raccorde au MIDI via l'API WebMIDI. Et donc, ce qui veut dire que je peux aujourd'hui piloter mon synthétiseur virtuel, donc, que vous voyez là, directement. Hop, on appuie sur Power et donc on voit les 2 chips virtuels qui sont émulés, le chip 0, le chip 1. On peut muter chacune des voix, donc ce qui permet d'avoir un synthétiseur virtuel avec une polyphonie de ouf de 6 voix.
et de pouvoir jouer de la musique avec, par exemple, avec n'importe quel contrôleur MIDI. J'ai posté sur les réseaux sociaux directement, par exemple, avec un clavier maître assez classique, mais ça peut être aussi, par exemple, avec ce genre d'appareil. Je vais me mettre comme ça. Voilà, par exemple, quelque chose qui vous permet de piloter n'importe quoi. Voilà, c'est une interface MIDI, une matrice MIDI, exactement. Donc c'est un Launchpad MIDI de Novation. Donc ce Launchpad, j'avais fait une bibliothèque en C++ qui permettait de le piloter. Attendez, je dois avoir ça juste là quelque part. Hop, je vais vous montrer. Ah, voilà. Par exemple, hop, je vais lancer le jeu de la vie dessus. Voilà, voici le jeu de la vie qui tourne sur le Launchpad. Voilà, ça c'est un projet que, oui, on pourra jouer aux échecs avec, ou aux dames. Donc ça permet, on peut faire pas mal de choses avec ma bibliothèque en C++. On peut faire, tiens, hop, on peut faire ça. Voilà. Hello Twitch. On peut écrire du texte défilant, voilà, on peut faire pas mal de choses. Et donc, comme je suis connecté en web MIDI, voilà, je peux piloter directement mon synthé virtuel avec. Donc, du coup, mon synthétiseur virtuel, on a un synthétiseur virtuel avec 6 voix de polyphonie qui se connecte en web MIDI, donc que vous pouvez directement piloter avec une matrice MIDI comme ça, connectée à votre ordinateur, ou votre synthétiseur, votre clavier maître, ou n'importe quel instrument MIDI qui est capable d'envoyer des notes directement à votre machine. Donc il vous suffit juste de vous brancher en USB ou avec un adaptateur MIDI, MIDI vers USB, et directement, hop, mon projet va se connecter, il va scanner tous les devices MIDI, se connecter dessus, et voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et la cerise on the cake, ce que je vous montrais, ce que vous écoutiez tout à l'heure, je vais sortir ça, hop, je vais vous mettre s'afficher à l'écran, si j'y arrive. Ah, voilà. Hop. Alors, à l'écran, je vous affiche ça. On va agrandir un petit peu la police. Hop, on fait un peu de ménage. Donc, comme là, je suis mon émulateur, donc qui tourne dans mon navigateur web, hein, je le rappelle, il est connecté à l'API Web MIDI, donc sur la machine, on peut directement lire un fichier MIDI et l'envoyer dessus. Si je fais apply MIDI-L, donc apply MIDI pour ALSA Play MIDI, donc on voit que tous les pilotes, enfin tous les devices MIDI qui sont connectés à ma machine, donc il y a un Launchpad MIDI que je viens vous montrer, et on voit les Web MIDI input qui sont là, et donc il suffit de faire apply MIDI-P le port MIDI qui est référencé, et on peut mettre on peut mettre n'importe quelle musique. Tiens, je vais vous mettre un petit coup d'ACDC. Allez. Voilà. Et donc, on peut rediriger directement le flux MIDI vers le web MIDI du navigateur. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je me suis un petit peu amusé à ça. C'est plutôt rigolo. Voilà. Je le coupe. Hop, je fais un petit reset. Désolé pour vos oreilles. Voilà. Et donc voilà, donc on peut exactement le son rétro. Et ce que je vais faire, comme ces chips sonores historiques supportent aussi quelques petites choses qu'on peut faire, par exemple gérer les enveloppes, etc. Puisque mon émulateur le gère hein, au travers du player que j'avais déjà développé et que je vous avais déjà présenté la semaine précédente. Je vais rajouter là sur l'interface du synthétiseur virtuel de quoi jouer avec les enveloppes, le canal de bruit, etc. pour pouvoir créer des sons différents et donc d'avoir un vrai synthé virtuel avec lequel on puisse jouer et tout ça. Voilà. Nida, tu nous quittes. Bon bah ciao, de toute façon j'ai terminé. Je termine dans 2 petites minutes. Donc voilà pour l'évolution de mon petit projet. Le code est bien évidemment libre open source. Vous pouvez le retrouver sur mes miroirs Git. Il a pas mal évolué donc ces derniers jours. Il est réutilisable puisqu'il y a l'ami Goose qui était ici présent, c'était le premier à avoir connecté mon émulateur à du web MIDI, et moi effectivement dans la foulée, dans la semaine, puisque c'était le plan que j'avais,
c'était de pouvoir effectivement de pouvoir le faire. Donc ce que j'ai fait, donc maintenant on a un vrai synthé virtuel et ça je m'éclate avec. Voilà. Bah, bon après-midi à toutes celles et ceux qui nous quittent. Bah, de toute façon là on a terminé pour aujourd'hui. Aujourd'hui on va pas décrocher chez l'ami Thierry parce que Thierry ne fait pas de live aujourd'hui. Il m'a prévenu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai un peu débordé. Donc, on va s'arrêter tranquillement. Moi je vais vous dire je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, si j'ai pas d'impératif. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis on parlera de pas mal d'autres choses. Je vous avais dit que j'aurai des invités. Là, je veux organiser, justement, essayer d'organiser pour la semaine prochaine, avoir mon premier invité en mode guest star dans mon live. Donc, mais je ne vous dis pas encore qui. Il faut que je vois avec la personne. Bah voilà, je vais vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis, bah, portez-vous bien, soyez sages. Et puis, bah, geekez bien. Voilà. Allez, ciao, ciao.